Parfait. Mais bonjour à tous. Mon nom est Julie Street. Je suis conseillère au Club du Rassol à Drummondville. Et je vous présente Jean-François Follet de BASF. Avec moi, on va discuter des principales maladies fongiques dans le maïs ensilage et le maïs grain pour aider votre dépistage au champ. Ensuite, on va parler des facteurs à considérer avant de faire un traitement fongicide. Et on va finir avec un cas un peu spécial de rouille commune qu'on a au centre du Québec. J'ai ma collègue qui m'a apporté un beau plan ce matin, bien effecté. Donc, juste avant que je commence, j'ai mon livre ici que je trouve excellent pour aider avec le dépistage au champ. C'est A Farmer's Guide to Corn Disease. C'est par APS. On peut le commander en ligne et le même pour le soya. C'est vraiment un guide exceptionnel. C'est sûr que c'est en anglais, mais c'est bien écrit. C'est assez facile à lire. Donc, on va jouer un petit jeu. On va identifier des maladies fongiques. On va commencer avec, on a 6 là. On va commencer par les maladies d'épis. Est-ce qu'il y en a qui sont capables d'identifier celui-là? C'est un fusarios, oui. Mais on l'appelle Gibberella. C'est qui a dit ça? Bravo! Alors, c'est un forme de fusarios, effectivement, mais on l'appelle le Gibberella. C'est lui qui va produire le mycotoxine DON ou le zéalaron. Le DON, lui, il va causer le refus d'alimentation par les bêtes. Puis le zéa, lui, il peut causer des problèmes de fertilité ainsi que de l'avortement chez les bovins. On voit que le champignon, il va vraiment faire un tapis, là. Il est rose-rouge qui va commencer au bout de l'épi, puis ça va s'étendre vraiment vers la base. C'est ça. Après ça, celui-là, c'est aussi un fusarios, mais on l'appelle fusarium. Fusarios de l'épi. Lui est un petit peu différent dans le sens que le champignon, bien, il va être blanc à gris, même mauve des fois, mais au lieu d'infecter toutes les pieds comme ça, il va infecter un grain de temps en temps ou peut-être juste des groupes de grains. C'est la façon de les distinguer. Celui-là peut aussi être causé par les piqûres d'insectes. Alors, si vous piqûres d'insectes dans le champ, le champignon peut aussi rentrer par ces voies-là. Ensuite, si on regarde ceux de foliaire, est-ce qu'il y en a qui sont capables d'identifier celui-là? Oui, pardon? Celui-là, non. Je sais, ça a l'air un peu de ça, là, mais il faut peut-être regarder plus là. Ça, c'est plus tard. C'est l'anthracnose. Je vais vous aider, c'est correct. C'est matin. Alors, l'anthracnose. Alors, celui-là, les symptômes, c'est vraiment des petites lésions. Ils peuvent être jaunes, brunes, ovales, puis ils vont avoir un contour un peu plus foncé. C'est la même maladie qui va infecter l'anthracnose de tige, sauf qu'un ne va pas nécessairement avec l'autre. Alors, tu peux avoir juste sur la feuille sans avoir sur la tige, puis tu peux avoir vice-versa, juste la tige, et tu peux avoir aussi les deux. Celui-là, il va vraiment infecter en premier les feuilles du bas, puis plus tard dans la saison, il va infecter les feuilles du haut. La raison, c'est que les feuilles en pleine croissance sont moins sensibles à la maladie. Donc, c'est pour ça qu'on trouve comme un trou dans la plante. Ensuite, quelqu'un avait dit Cabasiellos tantôt. C'est vrai qu'ils se ressemblent. C'est celui-là, c'est le eye spot. L'air un peu comme des yeux. Alors, la lésion, elle est petite, elle est ronde, elle est crème à l'intérieur ou pâle. Après ça, elle est entourée d'une couleur plus foncée, soit brun foncé, mauve. Mais ce qui est vraiment typique, c'est le halo jaune autour. Puis si on regarde à contre-jour, qui est facile quand on est dans un champ de maïs, qui est haut de même, on voit bien les yeux de eye spot. Celui-là cause très peu de perte de rendement, par contre, surtout au Québec, avec celui-là. Est-ce que quelqu'un peut identifier lui, les deux qui restent? Oui, c'est ça! Contrairement au Cabasiellos, ma plante est en train de foutre le camp. Contrairement au Cabasiellos, lui, c'est un qui peut causer en fait le plus de dommages au Québec. Les lésions sont longues, sont elliptiques. On les appelle les cigares. Sont gris pâles. Ils ont un peu l'air sales parce que les spores poussent
on les voit pousser, puis ça a un look un peu sale. Alors, avant d'aller à la rouille commune, ces 5 maladies-là se propagent tous par les spores qui vont hiverner dans les résidus de culture. Alors, ils vont passer l'hiver sur nos sols. Après ça, plus tard, ils vont sortir, ils vont se propager par le vent ou par l'eau. Donc, les bonnes pratiques à faire sont évidemment une rotation de culture, éviter de faire maïs, blé d'Inde, maïs. Et aussi, si on a une pression de maladie, aussi de faire le travail de sol si nécessaire. Si on est en semi-direct, mais rotation, puis en plus, utiliser des cultivars qui sont résistants. Ces maladies-là, ils vont... non, je vais aller à la rouille commune avant. Alors, la rouille commune, elle est différente des autres parce que techniquement, elle arrive par les vents du sud des États-Unis. Donc, techniquement, elle n'est pas supposée de hiverner ici. Elle vient vraiment avec les vents, puis elle va infecter, supposément, mois d'août. Donc, elle va commencer par des petits spots chlorétiques ici, comme ça. Puis, on peut les voir aussi sur notre plan ici. Puis après ça, quelques semaines plus tard, il va y avoir des pustules qui vont sortir, sont rouges, oranges. Puis de ces pustules-là, il y a d'autres spores qui vont sortir, puis ils vont aller infecter plus haut. Vu qu'elle est supposée d'arriver plus tard, elle n'est pas supposée, là je dis supposée, mais je vais vous expliquer ça tantôt, elle n'est pas supposée de faire un grand ravage au champ. C'est ça. Donc, toutes ces maladies-là arrivent pas mal fin juillet, début août, vraiment à la sortie des croix, sortie des soies. Exemple, ces deux-là, le mode d'infection, évidemment, est par les soies. Donc, le champignon va vraiment aller toucher le soie, puis après ça, ça va l'infecter. Donc, c'est ça. Donc, est-ce qu'on traite? Premièrement, il faut faire un bon dépistage. Puis le dépistage, ben c'est pas facile en fin juillet parce que le maïs est haut, il faut rentrer loin dans le champ pour avoir une bonne idée du pourcentage de maladies ou la pression de maladie. Alors, c'est vraiment important d'aller loin dans le champ. Tu sais, marcher comme ça. Pour aller voir s'il y a la pression. Ensuite, le seul qui a un seuil d'intervention au Québec, c'est le dessèchement ici. Lui, c'est quand 50% des plants ont 5 à 10 de leurs feuilles avec des lésions. Alors, il faut utiliser les guides pour nous aider à évaluer un peu. C'est pas toujours évident non plus. Des fois, on dit « Ah, c'est 50 », mais là, quand tu les regroupes ensemble, OK, peut-être c'est juste 5. Alors, c'est vraiment de faire un bon dépistage. Ensuite, c'est quoi qu'on peut penser au niveau du champ avant de faire un traitement? Il faut vraiment penser à l'ensemble du champ. Il faut, dépister. Il faut déterminer est-ce qu'il y a une pression, surtout à la sortie des croix. 2, il faut savoir est-ce qu'il y a un historique dans ce champ-là de maladie. Il faut savoir le potentiel du rendement du champ. Est-ce que c'est un champ avec un bon potentiel? Est-ce qu'une fongicide va vraiment aller protéger ce rendement-là? Il faut aussi penser au prix de grain parce que ces traitements-là se font à la sortie des croix et à la sortie des soies. Donc, la seule façon de faire ça, c'est avec une automotrice, un avion, un hélicoptère. Donc, ces traitements-là ont un coût. C'est sûr qu'il peut y avoir une différence de coût dans le produit, mais c'est de vraiment penser au potentiel de rendement du champ versus le prix de l'application. Et dernièrement, c'est pas de l'eau, hein? C'est quand même des produits. Ils ont des indices de risque. C'est très bien sur Sage Pesticides d'aller voir puis évaluer les indices de risque parce qu'il y a des méchantes différences entre les produits. T'sais, nous, nos producteurs au Centre du Québec, ils aiment bien le quilt. Pas cher, ça fait le truc. Ça règle pas mal tout ça. Mais quand tu vas voir le IRS, il est à 450, puis le IRE est à 50. Puis là, tu vas aller comparer avec d'autres produits que leur IRS est à 50 ou 5, le IRE. C'est un choix. C'est des choses à considérer. C'est ça. Dans la pratique, oui. Est-ce que les producteurs font du dépistage, écoutent leurs conseillers, ou bien est-ce qu'ils vont donc pas... Je dirais que c'est 50-50. On a des producteurs qui, eux-mêmes, vont aller dans le champ. Il y en a qui font du bionnage chez nous. Donc, ils passent souvent dans le champ, puis ils vont dépister de cette façon-là. Sinon, nous, on va y aller, puis ils vont constater selon nos observations.
ou bien ils traitent sans regarder rien. Là. c'est pas mal ça. Il y en a comme ça. Et le coût? Oui. Mais ça dépend. Il y a des produits que ça peut aller entre 13-15 $ de l'acre. Il y en a à 27 $ de l'acre. Puis là, si on passe d'une automotrice, on peut penser à 11 $ de l'acre de frais. Là, si on va avec un hélicoptère, c'est 16 $ de l'acre. Donc, c'est à penser, là. C'est à penser à ton rendement. C'est quoi tu es capable de sortir de ce champ-là avant d'aller mettre un produit. Puis, évidemment, la pression de maladie, là, hyper importante. Là, je vais finir avec ma petite histoire de rouille commune. Tantôt, j'arrêtais pas de dire supposer. Mais nous, en 2014, on est des producteurs qui sont venus nous voir puis on dit « Il me semble la rouille, elle arrive tôt cette année. » On est comme « D'accord, peut-être, ça peut arriver, les vents arrivent plus tôt. » Puis en 2015, on dit « Non, là, elle est arrivée encore plus tôt. » Puis là, elle a fait baisser le rendement, surtout dans les champs avec un bon potentiel puis une autre pression. On dit d'accord. Donc, en 2016, moi et ma collègue, on a parti un projet vraiment de dépistage assez fort. On dépistait 5 champs 2 fois par semaine pour voir quand est-ce qu'elle arrivait, puis l'évolution de la maladie tout l'été. Donc, en fin juin, on a commencé à voir les spots chlorétiques ici. Puis le 4 juillet, on avait des pustules. Donc, c'est quand même 1 mois et demi avant qu'elle est supposée d'arriver. Puis parce qu'elle a eu 1 mois et demi de temps, elle infecte plus les feuilles du haut. Donc, on a envoyé un échantillon début juillet au laboratoire de l'Agriculture Canada à Ottawa. C'est la seule place où on peut vraiment faire identifier à l'espèce les champignons, ou une des places. Au début, on était comme, y a-tu 2 rouilles? Y a-tu une nouvelle rouille? C'est quoi? Puis finalement, non. C'était vraiment juste la rouille commune qui est arrivée plus tôt. Donc, j'ai parlé avec le chercheur, puis j'étais comme, mais comment ça? En une petite zone du centre du Québec, c'est vraiment 5-6 producteurs, là, le problématique, les vents des sud des États-Unis viennent domper toute la rouille. Là. Il dit non, la rouille commune peut avoir une haute alterne. Alors, il peut passer l'hiver, parce qu'elle a vraiment besoin de tissu vivant, elle peut passer sur une mauvaise herbe qui s'appelle l'oxalis. D'accord. Donc, en 2017, on est allé voir le champ. Il y en avait plein, mais pas de pustules sur les plants. Cette année, Saint-Jean-Baptiste, mon producteur m'a appelé. Il avait trouvé, ça c'est l'oxalis, elle est un peu blanche parce qu'elle a eu un peu de glyphosate. Mais on voit les pustules ici. Mais là, avant de vous dire que c'est vraiment ça, on a envoyé ce plan-là au fameux laboratoire pour l'identification. Donc, on devrait avoir le résultat d'ici 1 mois ou 2 pour voir si c'est vraiment ça. C'est ça. Donc, dans le cadre, dans 1 mois ou 2, vous pouvez me rappeler, puis je pourrais vous dire si c'est ça ou non, là, si ma théorie elle fonctionne. Puis, c'est ça, dans le cadre de ce projet-là, on a fait beaucoup de tests de fongicides, avec témoins, évidemment. Puis, c'est pas facile de dire que le fongicide fait vraiment le plus pour aller protéger le rendement. Ça dépend tellement de champs, d'années, de pression, de variété de maïs, de producteurs, de sol. Name it, là, ça varie. C'est sûr que nous, comme conseillères, on met plus d'emphase sur un semis de qualité, un désherbage qui fait à temps, une qualité de sol, une santé de sol excellente et une fertilisation qui est bien faite. Puis aussi, c'est la même chose pour nos producteurs d'ensilage, de maïs ensilage. Ils disent la même chose. Ils disent, d'accord, peut-être mon rendement est plus protégé. D'accord, j'ai peut-être plus de maïs. Mais moi, je veux savoir, est-ce que mon qualité d'ensilage est meilleure? Parce que je veux savoir, est-ce que mon lait est de meilleure qualité ou est-ce que j'en produis plus? Donc, on est rendu là. C'est difficile de faire des tests dans le silo, mais je sais qu'il y en a un peu cette année au Québec qui se font. Donc, ça, c'est aussi à venir pour savoir est-ce que le fongicide qu'on met peut avoir un effet sur la qualité de lait qui sort. Je vous passe, Jean-François. S'il y a des questions après, il n'y a aucun problème. Bonjour tout le monde. On a une belle journée. Merci au CRAC d'avoir réservé cette belle température. Merci, Denise. Fait que, moi, je vais me concentrer vraiment au niveau plus de
l'ensilage, parce que c'est quand même un marché qui se développe de façon quand même assez rapide. Il y a beaucoup d'études qui sont faites aux États-Unis, il y en a qui sont faites aussi au Québec, plus au niveau privé encore, mais c'est un marché qui se développe très bien, puis il y a des très belles opportunités pour tout le monde là-dedans. Fait que pour commencer, juste savoir un petit peu de quoi on parle au niveau de l'ensilage. Les principaux facteurs de qualité que les producteurs vont retenir, c'est surtout dans le fond, au niveau des fibres, l'ADF, NDF digestible. Puis là, en passant, moi, je ne suis pas un spécialiste en nutrition, OK? Fait que le producteur laitier ici peut me faire paraître un petit peu limité, mais quand même, la base elle reste quand même très bonne avec les conférences qu'on a faites avant. C'est de l'information, je pense, qui peut être très, très intéressante quand même. Donc, ce qu'on veut dans un ensilage, c'est des taux de ADF, NDF et lignine bas, puis on préfère avoir un NDF digestible élevé. Okay? Puis quand on tombe au niveau de la fermentation, on va avoir quand même une bonne quantité d'acide lactique qui va diminuer le pH. Puis en diminuant le pH, ce qui est bon, c'est que ça va limiter le développement d'autres micro-organismes qui vont être un petit peu pas nocifs, mais ils vont avoir des effets négatifs au niveau de l'ensilage. Ils vont empêcher d'avoir la production d'acide lactique. Dans le fond, ils vont être en compétition avec les bactéries d'acide lactique, avec les sucres et les autres nutriments présents dans l'ensilage. Donc, ce qu'il faut savoir au niveau... Pourquoi ici je marque défense, lignification? C'est que les plantes, quand ils subissent une infection par des maladies, la plante va réagir. Une des façons de réagir, c'est qu'elle va produire plus de lignine pour limiter le développement justement des pathogènes. Donc, en augmentant la production de lignine, bien, on augmente l'ADF, NDF et la lignine évidemment. Donc, on affecte la qualité de l'ensilage avec des plants qui sont malades. Okay? Puis on sait que les producteurs laitiers, ils veulent vraiment de la qualité. Parce qu'on sait que la qualité du fourrage, dans le fond, l'alimentation, c'est quelque chose d'extrêmement important pour les producteurs laitiers. Fait qu'avec un bon ensilage, en général, ça fait des heureux. Ce qu'on sert pour avoir un index de la qualité de l'ensilage, on sert d'une formule qui a été développée par l'Université du Wisconsin qui s'appelle Milk 2006. On peut dire cet algorithme-là, cette formule-là, utilise justement les ADF, NDF et NDF digestibles qu'on obtient en faisant des analyses d'échantillons. On prend toujours des échantillons d'ensilage qu'on fait nos tests. C'est quand même depuis 2-3 ans qu'on fait des tests au Québec. Fait qu'on prend ces données-là, on utilise l'algorithme de l'Université du Wisconsin, puis ça donne vraiment un indice dans le fond, c'est la production laitière par tonne métrique d'ensilage. Okay? Donc, comme je disais tantôt, au niveau des maladies, vu qu'on a une augmentation de lignine, bien, ça va apporter une diminution de l'index. Okay? L'ensilage de moins bonne qualité, les feuilles sont affectées par la maladie, donc un petit peu moins digestible. Des études publiées quand même assez récentes, en 2016, c'est le Progressive Dairyman aux États-Unis, qui ont fait des tests sur quelques années quand même. Ils montraient que la pyraclostrobine, qui est un ingrédient actif de certains fongicides, à lui seul, va amener une diminution de 1 % de la NDF significatif. Okay? On aime bien ça, faire des statistiques, puis quand on a de quoi de significatif à 95 %, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose. Okay? Donc, diminution de la NDF, qui est bien. Si c'était le NDFD, il y a une augmentation aussi, mais on parle plus d'une augmentation numérale, donc pas significative, mais quand même la moyenne est augmentée. Au niveau de l'amidon aussi, un petit peu plus d'amidon produite, donc plus d'énergie. Correct? Dans la conclusion, on parle d'une augmentation de la digestibilité in situ et une augmentation de la conversion. Puis c'est pas juste cette étude-là, il y a d'autres études en 2015 qui ont été publiées par les États-Unis. Puis avec nos résultats aussi qu'on a chez BASF, la première des choses qu'on va constater, c'est un meilleur taux de conversion. Okay? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vache, elle ne fera pas plus de lait. Okay? Ce qui va arriver, c'est que la vache va avoir besoin de moins d'ensilage pour faire la même quantité de lait. Donc, un coût de moins pour le producteur. Dans cette étude-là, il arrive à une augmentation de 34 kg de lait par tonne métrique d'ensilage. Il fait des tests avec quelques fongicides, puis on arrive,
là, c'est le fun qu'on ait eu un petit break entre les deux conférences parce que tantôt, je n'avais pas toute l'information. Mais on parle d'une rentabilité en lait d'à peu près une centaine de piastres à l'acre de plus de lait qui est produit. OK? Puis ça, je vais en parler tantôt. Ça, là, il ne faut pas que je mélange avec la luzerne. Fait que ça, c'est au niveau de l'ensilage du maïs. OK. Pour la production de lait. Mais on ne parle pas juste de production de lait, on parle aussi de toxines. Hein, ma consoeur de travail ici, elle a parlé de toxines. Fait que juste pour un petit... fait que je n'en parlerai pas même longtemps. Donc, la DON, déoxynivalénol, la zéralénone, T2, c'est tous des fusariums qui vont produire ces toxines-là. Puis, en général, les fongicides qui sont bons sur le fusarium graminérum, qui est bon dans le blé aussi, vont être bons en général pour ces fusariums-là. Donc, en général, les résultats sont très bien. L'infection, regardez, le 10-21 jours, là, on est loin du blé. Là. Okay? Le blé, on parle d'à peu près 4 jours d'infection pendant la floraison. Là, ici, c'est pendant que les soies sont tendres. 10 à 21 jours, c'est pas mal long. Okay? C'est sûr que ça prend des conditions d'humidité élevées. Si on tombe comme dans la petite canicule qu'on vient de passer, on ne le souhaite pas, là. Mais quand il ne pleut pas, quand c'est pas humide, les chances d'infection sont beaucoup plus basses, comme dans le cas des céréales. Quand on parle de LWH, c'est quoi ça? C'est Leaf Wet Hours. Le nombre d'heures que les feuilles sont mouillées. Puis ils peuvent être mouillés pas juste à cause de la pluie. Hein? Une humidité relative élevée, quand ils ne ventent pas, ou quand il y a plu, il y a eu beaucoup de précipitations les semaines précédentes, puis qu'il fait nuageux un peu ou qu'ils ne vendent pas beaucoup, l'humidité va se dégager du sol, puis s'ils ne vendent pas, ça reste humide dans le champ. Regardez comme la sclérotinia dans le soya, s'il y avait plu beaucoup au mois de juin, puis qu'il ne pleut pas au mois de juillet, il peut y avoir de la maladie quand même. Fait que dans le maïs, c'est la même chose. Ici, on parle Western Bean Countworm. J'ai fait ça un soir cette semaine, puis je me souvenais plus en français c'était quoi. Y en a-tu qui savent c'est quoi en français? C'est le vert occidental du haricot, c'est ça? Bon, il y en a qui associent ça avec la fusariose, mais c'est pas directement un vecteur. C'est juste que cet insecte-là va venir faire un trou de drill vraiment dans l'épi. C'est carrément comme si tu prenais une drill. Puis ça va faire une porte d'entrée pour la maladie. Donc, si un producteur veut utiliser un insecticide, au bon stade, évidemment, il va pouvoir mélanger un fongicide avec. Puis en général, ça se fait très, très bien. Il n'y a pas de problème avec ça. Correct. Puis ce qui est intéressant, c'est au moins fongicides, ils ont une efficacité de 2-3 semaines. 3 semaines, c'est peut-être tirer l'élastique un peu, là. Mais c'est pour montrer que pendant l'infection, il y a moyen de faire de quoi. Okay, donc, le stade d'application, ça va être bien important, c'est quand les soies vont être sorties. Donc, en général, c'est sûr, quand on parle de... Dans le cas ici, pour l'augmentation de production de lait, on parle plus de maladies foliaires. C'est ça, en même temps, on va favoriser le développement de l'épi, de l'amidon, c'est bien certain. Donc ça, en général, pour les maladies foliaires, souvent dans l'industrie, on parle de VT, donc la sortie des croix et non des soies. On peut y aller avant aussi, si, comme dans le cas ici de madame, qui a de la rouille déjà dans le champ, on n'attend pas à la sortie des croix, c'est le temps d'arroser ça là. Correct? Fait que, s'il n'y a pas de maladie, on peut attendre jusqu'à la sortie des croix, mais plus tard, après ça, pour la toxine, c'est comme dans les céréales, c'est pendant la floraison, donc quand les soies sont sorties, puis avant que les soies soient brunes, qu'on peut mettre le feu après. Là. Okay? Donc, on a quand même une grosse semaine là, facile là, d'application. Correct? Ouais. Puis là, ici, là, vous êtes dans un beau site de démonstration de BASF, sauf que j'ai rien à vous montrer parce qu'il est bien trop tôt. Okay? J'ai du maïs, je vais faire des tests de fongicides là-dedans. J'ai de la luzerne là-bas qu'on a mis ce printemps, mais qui est haute comme ça. Fait qu'il n'y a rien à voir. Fait que je vais vous montrer des photos. Correct. Fait que si on regarde... Ouais, tantôt on va prendre le maïs, puis on va aller faire des tests. Bon, au niveau de la luzerne, une maladie commune, qui est la tache commune. Correct. Ça va occasionner des pertes de rendement, pertes de qualité. Puis quand un champ est bien infecté, il y a aussi les feuilles du bas qui vont commencer à tomber aussi. Puis les feuilles du bas, c'est dans le feuillage qu'on trouve la protéine, hein, dans la luzerne. Donc on veut les garder, ces feuilles-là.
Fongicide homologué maintenant dans la luzerne. Ce n'est pas juste la luzerne de semences, mais c'est maintenant aussi dans la luzerne pour la production laitière. Différences significatives ici au niveau du contrôle de la maladie. Donc, c'est quelque chose qui va bien fonctionner. La question qui tue, quand est-ce que je l'applique? Est-ce que ça va valoir la peine? Okay? Quand est-ce que ça vaut la peine de mettre un fongicide dans la luzerne? Ça va dépendre de la régie des coupes, surtout. Okay? Si un producteur, il y a un champ qui a une pression de maladie importante, ça va être bon dans plus de cas. Mais en général, ce qu'on remarque, puis ce qui est aussi confirmé dans quelques études qui sont déjà disponibles aux États-Unis, puis même en Ontario, c'est les régies à 3 coupes. Les bénéfices sont plus importants à 3 coupes qu'à 4 coupes. Pourquoi? Parce qu'à 4 coupes, c'est comme si le fongicide n'a pas eu le temps de faire une différence. Okay? Le producteur, il va faucher, il va attendre que ça pousse un peu, il va refaucher. Fait que la maladie, c'est comme si elle n'a pas le temps de s'installer et de faire du dommage. Correct? Mais si un producteur laisse son champ plus longtemps au champ, en plus, je suis filmé. Pas bien. Si le producteur laisse sa culture plus longtemps avant de récolter, bien là, la maladie a plus le temps de s'implanter, évidemment. Puis c'est là qu'on va voir vraiment un très, très beau visuel. Puis c'est ma dernière photo ici que je vais vous montrer. Donc, au niveau du rendement, ce qui a été vu à date, puis ce qu'on n'a pas vu pour la première coupe cette année, c'est qu'en général, la première coupe, on a une meilleure augmentation de rendement qu'à la deuxième. Okay? Pourquoi? Parce qu'à la première, en plus, il y a de la graminée. Puis en tout cas, ça aide beaucoup. Donc, première coupe, nous, on a remarqué une très, très bonne augmentation de rendement. Au niveau de la protéine, parce qu'on fait des analyses aussi là-dedans, hein, au niveau de la protéine, pas grand-chose. On peut dire que c'est le statu quo pour la première coupe. Ce qu'on a vu, par contre, c'est la deuxième coupe, encore une petite augmentation de rendement, mais la belle augmentation qu'on a vue, c'est au niveau de la protéine. Puis là, pourquoi? Dernière photo que je vais vous montrer, c'est que les feuilles du bas sont restées après le plant. Correct. Stade d'application, quand est-ce qu'on va mettre ça? C'est pas compliqué. Quand la luzerne est à 10-20 cm, 4 à 8 pouces. Okay? Donc, au printemps, la luzerne la pousse un peu, on peut l'arroser. C'est le même dosage que dans le soya. C'est un coût d'à peu près 18$ de l'acre autour de ça, plus le coût d'application, évidemment. Dans le cas de... Je l'avais-tu montré? En tout cas, l'étude qui avait démontré des augmentations au niveau des les ROI, retour sur investissement. Il avait fait des tests à 3 coupes et 4 coupes. Puis avec la régie à 3 coupes par année, il arrivait à une augmentation de lait de à peu près 100$ de l'acre. Je l'ai-tu dit tantôt, c'était à l'autre groupe? Je l'ai dit tantôt, là je me répète, ça va pas bien. Quand on a 50 ans, là, c'est ça qui se passe. Fait que si vous voulez avoir un petit visuel, ce que vous allez voir dans une régie à 3 coupes, c'est carrément ça. C'est pas mal ça que vous allez voir. Okay? Donc, même après la fauche, vous allez très souvent voir une différence. Puis, regardez au niveau des feuilles du bas. Là. Ça, il y a du monde sur ça. Ça, je pense que ça avait été mis sur Twitter. Des fois, c'est des producteurs eux-mêmes qui vont mettre ça sur Twitter ou des représentants en Ontario. Ils s'en font beaucoup. Là. Fait que c'est vraiment le genre de résultat que vous allez voir. Puis, on utilise les mêmes données pour le mettre dans le programme Milk 2006, comme dans le maïs dans le silage tantôt. C'est le même programme. NDF, ADF, etc. Puis c'est ça. C'est un marché qui se développe très bien. Il s'agit de bien le positionner, de donner des bons conseils. Si un producteur est à la coche, qui fait 4 coupes par année, puis que, mon Dieu, tout va bien, il n'y a pas grand chance qu'il voit un gros bénéfice à utiliser le produit. Donc, s'il y a une bonne pression de maladie, oui, ça peut être très bon, parce qu'on ne peut pas dire que ça peut être jamais bon à 4 coupes. Il y a des cas que oui, ça va être bon, mais en général, à 3 coupes, c'est quelque chose de très, très positif.